Salut à toutes et à tous, à peine 10 jours de course et déjà plus aucun adversaire n'ose suivre Tadej Pogačar quand il attaque. Le Slovène n'a pas eu à beaucoup forcer pour s'imposer mardi au Lioran. Troisième victoire sur ce Tour de France, un succès en patron, mais à quel prix? Son équipe a semblé comme le reste du peloton en souffrance dans le final de cette étape. Côté français, Sexas gagne une place au général en terminant à une superbe troisième place. Est-il en train de monter en puissance? On se posera la question. Et pour débriefer cette 10e étape du Tour de France, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'Équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Thomas Perrotto. Salut Arnaud, salut tout le monde. Bonsoir Luc Erinx. Bonjour tout le monde. Et puis il va faire sa première avec nous ce soir. Il suit Tadej Pogačar à la culotte depuis des années déjà. Bonsoir Yoann Aubois. Salut tout le monde. Le petit nouveau. Voilà, le petit nouveau. Jeune. Bienvenue à toi. C'est parti pour le 11e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 10e étape du Tour de France? Tiens, Yoann, à toi l'honneur puisque c'est ta première. J'étais devant le bus UAE comme d'habitude et j'ai vu passer Julien Alaphilippe poussé par un assistant de l'équipe UAE justement, et je trouve que ça symbolise assez bien le décalage entre ce qu'impose cette équipe à tout le peloton et notamment un très grand champion comme Julien Alaphilippe qui était totalement mort. Luc? Le sommet du Puy-Marie et sa vue à chaque fois magnifique. On y était passé il y a 2 ans déjà et c'était un petit peu la même étape, sauf que Vingegaard était revenu sur Pogačar dans le final. Mais c'est vraiment sublime là-haut. Il paraît que Jean Dujardin, en tournage sur le film sur les chemins noirs, a dit j'ai vu le monde entier et je ne connais même pas le Cantal. Eh bien voilà, ça c'est dit. Thomas, quelle est ton image du jour? La première, c'est de voir Yoann Aubois autour de cette table pour faire le podcast avec nous. C'est un réel plaisir de l'accueillir. Et la deuxième chose, c'est Paul Sexas sur son vélo de récupération, d'un calme et d'une sérénité pour un type de 19 ans qui vient de faire troisième d'une étape du Tour de France pour la première fois de sa carrière. J'avoue que j'étais assez marqué par la tranquillité qu'il a. Et on va évidemment y revenir. Tiens, moi aussi, j'avais une petite image aujourd'hui parce que je me suis amusé quand on est passé dans un village qui s'appelait la Course du Mouton. Voilà, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment un nom de village. Bah oui, manifestement, c'était vraiment un nom de village, la Course du Mouton, dans le Cantal. Après les Angles et Gavarni, Tadej Pogačar signe donc déjà une 3e victoire cette année. Sur le Tour, son 24e succès sur la grande boucle. Le Slovène a survolé le final de la 10e étape entre Aurillac et le Lioran. Une échappée avait bien tenté de prendre les devants en début de journée. Carapaz a lui bien tenté de contrer et a dû y croire avec quasiment une minute d'avance au pied de l'avant-dernière ascension du jour. Mais quand le maillot jaune a accéléré, plus personne ne l'a revu. Il y avait aussi pour lui une petite revanche à prendre après avoir été battu par Jonas Vingegaard il y a 2 ans au Lioran. Il l'avait dans un coin de sa tête, en tout cas ce qu'il a dit, Luc, tout à l'heure en conférence de presse. Ouais, il disait que c'était important pour lui d'honorer le maillot jaune un jour de 14 juillet. Il a rappelé, je crois, une victoire en 2021. Alors j'ai écouté de très loin, mais au col du Portet, ouais, effectivement. Voilà, et qu'il avait dû ressentir ce jour-là aussi ce que ça faisait, le poids symbolique du maillot jaune à 14 juillet. Je pense que Yoann détaillera mieux que moi le plan du AE aujourd'hui. Même j'ai l'impression que maintenant c'est dès qu'ils peuvent aller gagner, ils vont pas s'en priver, mais sans prendre trop de risques non plus pour Pogačar. Et on va y revenir évidemment sur le plan du AE, mais d'abord donc cette image forte, Yoann, et je me tourne vers toi parce que dans l'avant-dernière difficulté du jour, quand Tadej Pogačar décide finalement d'accélérer, on se demande d'ailleurs s'il va vraiment accélérer, mais quand il y va, personne n'ose prendre sa roue tout simplement. Parce que le peloton est résigné, ses adversaires sont résignés, tout le monde a accepté et sa supériorité qu'on connaît depuis maintenant des années, depuis 3 ans, puisqu'il domine vraiment depuis 3 ans, et aussi la supériorité de son équipe, tout simplement. C'est le meilleur coureur du monde dans la meilleure équipe du monde. Donc que vous attaquiez dans une échappée à 85 km, comme ça se dessinait à un moment, vous êtes rattrapé par le rouleau compresseur du AE, et si vous arrivez à tenir jusqu'au bout dans la route de Tadej Pogačar, de toute façon, vous n'irez pas le sauter. Donc en fait, vous n'avez pas beaucoup d'options, sauf s'ils décident, eux, de laisser la place et la victoire à une autre équipe et à un autre coureur. On accepte, Thomas, finalement, qu'il soit complètement seul sur sa planète. Oui, il y a 2 courses. Il y a la course de Tadej Pogačar et la course au mouton. Et ceux qui sont derrière, quelque part, ne se préoccupent plus tellement de ce que va faire Tadej Pogačar. Ils gèrent leur course derrière, ils gèrent leur lutte pour le podium. Après, je suis un tout petit peu déçu de l'écart à l'arrivée entre le premier et le deuxième, parce que quand j'ai vu Tadej Pogačar rattraper 48 secondes en 400 mètres sur Carapaz, je me suis dit qu'il allait mettre 3 minutes à Vingegaard, voire plus. Il finit avec une trentaine de secondes d'avance sur Remco Evenepoel. Donc, soit c'est qu'à un moment, il a aussi plafonné, et ce qui montre qu'il est humain, soit en fait, ça a bien roulé derrière. Je m'attendais à un écart beaucoup plus important. Je reste sceptique d'ailleurs sur les fameuses 48 secondes rattrapées en l'espace de quelques centaines de mètres. Bon, bref, les écarts GPS sont ce qu'ils sont. Je crois que ça a vraiment bien roulé derrière parce que contrairement à l'étape du Tourmalet du cirque de Gavarni où
On avait vu plusieurs coureurs s'agacer dans ce groupe de poursuite. Aujourd'hui, Evenepoel craque, notamment dans la vallée, parce qu'il disait que justement à chaque relais, à chaque relais, certains accéléraient. Et donc ça modifiait totalement le rythme de ce groupe-là et ça l'a rendu beaucoup plus difficile. Et Vingegaard en particulier a énormément roulé. Mais Luc, je te redonne la parole. Est-ce que ça laisse pas quand même sans voix, alors même si je vais te demander d'avoir de la voix pour répondre à cette question, mais est-ce que ça laisse pas sans voix ma réponse. Finalement quand même de voir ça, de voir que personne n'ose y aller. C'est même pas que au moins les fois d'avant, il y avait un ou deux coureurs qui essayaient d'y aller. On avait vu Sexas tenter d'y aller, il me semble, en début de Tour de France. On a vu Vingegaard évidemment essayer d'y aller. Là, personne. Ils ont essayé un jour, ils ont vu que c'était impossible. Vingegaard a essayé l'an dernier, il a vu que c'était impossible. Je crois qu'on a relativisé du côté de chez Visma. On disait qu'aujourd'hui, on croyait toujours qu'il était possible d'essayer de revenir, que il est encore trop tôt pour regarder derrière au classement et qu'on continue à regarder en direction de Pogačar parce qu'on sait jamais ce qui peut vraiment se passer. Mais moi, je crois que personne ici est étonné par ce qui se passe. C'est normal, en fait, juste de pouvoir gérer son effort. Et tous les coureurs de ce groupe de poursuite le disent. Ils sont vraiment tous à la limite, quoi. C'est très homogène ce groupe-là, et donc je pense que tout le monde a peur de sortir un tout petit peu de sa zone de confort, d'aller dans le rouge et de le payer derrière, comme l'a un petit peu payé Remco dans la vallée avant de revenir dans la descente. D'ailleurs, je pense que c'est aussi l'un des objectifs de Pogačar en attaquant comme ça à 15 km, c'est de mettre les autres à la limite. Et c'est pas tant que c'est lui qui va créer l'écart, mais c'est les autres en essayant de le suivre qui à un moment donné vont exploser en plein vol. Et là, il y a quand même une lucidité chez ses adversaires de se dire non mais en fait ça sert à rien d'essayer parce que je préfère finir 2e, 3e, 4e, 5e que finir 55e de l'étape parce que je me serais accroché 500 mètres à la route Tadej Pogačar et après de terminer bonsoir. Ah, mais au-delà de cette résignation, il y a aussi une limite physique, tout simplement. Oui. C'est-à-dire que ils ont accepté cette domination, mais en même temps, ils ne peuvent pas aller plus vite que Pogačar. Et c'est le principe de ces entraînements. À l'entraînement, en fait, ils font tourner ses coéquipiers parce qu'ils sont rincés au bout de 3 jours. Voilà, Félix Grossschartner me disait l'autre jour, je fais 3 jours avec lui, après on envoie Tim Wellens, et puis après Tim Wellens, on envoie Brandon McNulty. Donc c'est le même principe en fait à l'échelle du peloton. Un petit mot aussi des conditions dans lesquelles il a évolué aujourd'hui. Alors à chaque sport, j'ai envie de dire, ces sportifs adulés, adorés, et ces sportifs parfois aussi hués. En tout cas, ces sportifs qui divisent. Et Pogačar clairement en est un, même si ça se voit pas non plus au quotidien. Mais aujourd'hui, il l'a dit d'ailleurs. Voilà, il a clairement été hué sur la route. Voilà, c'est une donnée aussi à prendre en compte. Aujourd'hui, on est à la 10e étape. Il n'a jamais eu une telle avance aussitôt depuis qu'il domine le Tour de France. Ça risque quand même de grincer dans le public. On a vu par le passé des Froome se faire jeter des sauts de pipi, quoi. Je sais pas ce qu'il a entendu. Des bouts. Il a clairement parlé. Mais alors, est-ce qu'il était tout seul? Et dans ces cas-là, il était vraiment ciblé, ou est-ce qu'il était devant avec le peloton? Et est-ce que c'est des spectateurs qui ont décidé de huer peut-être un certain nombre de coureurs? Donc c'est pas très clair. Moi, ce que je vois à chaque fois à l'arrivée à UAE, au bus UAE ou le matin, c'est que des fans, que des gens qui arrêtent pas de crier Poggi. J'ai vu quelques pancartes qui étaient pas très sympas pour Pogačar et en particulier son équipe. C'était marqué UAE Mafia. J'ai vu ça l'autre jour. Je crois que c'était dans l'étape des Aigles. Mais sinon, il y a pas. Par rapport à une époque qu'on a pu connaître avec Lance Armstrong ou quand il y a eu ensuite auparavant les Festina ou les Sky avec Froome qui recevaient des verres d'urine. Bon, on n'en est pas à ce stade-là. Alors je sais pas en fait s'il a été un peu vexé, s'il se sentait vraiment ciblé, mais il a pas l'air touché en tout cas, ce que tu disais Luc en conférence. Ouais, il disait en conférence de presse qu'il s'en amusait justement de ne pas savoir en fait si c'est lui ou si c'est le peloton. L'avantage en cyclisme, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui est touché, quoi. Et puis il s'en est servi comme d'un carburant. Il disait que ça l'avait motivé, que ça avait motivé son équipe. Et il aime bien rappeler l'exemple de Novak Djokovic. Voilà, il dit que dans le sport, tous ceux qui ont dominé, ça a pu agacer. Et donc il essaie de s'inspirer de certains exemples, dont Djokovic, qu'il a cité comme le GOAT et qui, malgré les sifflets qu'il a pu recevoir sur plusieurs cours de tennis, a fini par conquérir le public. Une victoire, encore une donc pour Tadej Pogačar. J'ai envie quand même de dire à quel prix. Son équipe Isaac Del Toro en tête a semblé marquer le pas aujourd'hui. Le Mexicain perd 1 minute 30. Il est arrivé en 8e position. Comment ça se passe au niveau du AE? Comment on explique tout ça? Je crois que Yates a attaqué un peu trop fort au pied de l'avant-dernière bosse. Ouais. Johan. Mauro Gianti expliquait que Yates a attaqué beaucoup trop fort et qu'il a fait sauter Brandon McNulty notamment et que on lui a demandé de réduire un petit peu alors c'est assez paradoxal, mais de réduire l'allure pour pouvoir
attendre un petit peu tout le monde. Alors que la dernière fois, dans le Tour Malais, c'est Yates qui avait du mal à suivre. Ouais, exactement. Mais ça reste une équipe monstrueuse. J'ai croisé Nils Polic, je pensais il rentrait avec la voiture balai, et en fait pas du tout. Il est 94e. Hein, c'est ce que tu me disais. Il est avec Guillaume Martin. C'est Vermeersch 114. Ouais, mais dans le même temps. Donc ils sont arrivés ensemble, et même en ayant travaillé toute la journée à partir, je crois, du 90e kilomètre, ils sont quand même encore dans les temps. Je vais pas dire qu'ils sont frais, hein, mais ils sont prêts à remettre ça, pas demain, pas après-demain, mais peut-être dans 3 jours, dans 4 jours. En tout cas, on le dit souvent, il faut ménager ses troupes sur 3 semaines. On a l'impression, et même j'ai envie de dire, on a vu depuis 2 semaines quasiment qu'est parti ce Tour de France, Thomas, que UAE ne s'est pas ménagé, très clairement ne s'est pas ménagé. Et il reste quand même encore le plus gros à venir sur ce Tour de France. Oui, mais comme disait Johan, ils font aussi tourner ceux qui doivent beaucoup bosser sur le plat. C'est pas tout le temps les mêmes, ou en tout cas dans le même ordre ou aux mêmes intensités. Et même aujourd'hui, Isaac Del Toro est moins bien, mais il faut se dire que c'est un lendemain de journée de repos. Peut-être qu'il avait pas les jambes ce matin. Je suis pas sûr que Isaac Del Toro soit sur la pente descendante sur cette journée-là. Je pense qu'il a eu un petit coup de moins bien. Et encore, le coup de moins bien, il est tout relatif, il faut le dire. Oui, ce qui fait 8e de l'étape. Ouais. Et André Hopman expliquait en fait que tout simplement, il était en apprentissage encore. C'est-à-dire qu'il découvre le Tour, même s'il a déjà fait un grand Tour. Là, il découvre le Tour de France. Donc, il y a des choses à gérer, comme la journée de repos dont tu parlais, la pression, le podium. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur ses épaules. Donc, il a été un peu en difficulté aujourd'hui. Plus de maillot blanc pour Del Toro, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Ayuso qui est là devant Paul Sexas de très très peu. On y reviendra. Vas-y, Luc, je t'en prie. De toute façon, qu'est-ce qui peut leur arriver quand en 3e semaine, il y a une étape qui devient tout d'un coup incontrôlable, et que tous les Lidl Trek se mettent à attaquer, tous les décathlons se mettent à attaquer? En fait, non, puisque tout le monde sera crevé comme les équipiers de Pogačar. Donc. Oui, mais si on se replonge un petit peu dans le passé, parfois on a vu aussi que, alors que ça soit Pogačar ou d'autres, des leaders, ils ont parfois besoin d'avoir un équipier pour des raisons inhérentes à la course, des problèmes mécaniques, des problèmes de tous ordres. Là, aujourd'hui, c'était même pas possible pour Tadej Pogačar d'avoir un équipier dans les 15 derniers kilomètres. Personne n'avait d'équipier. Alors, à part les duos, les co-leaders Red Bull, les co-leaders Lidl Trek, personne n'avait d'équipier. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi on laisse pas filer sur une étape comme ça, l'échapper? Est-ce qu'il y a vraiment intérêt à aller chercher une énième... Celle d'aujourd'hui, oui. Il l'a dit, hein, il voulait sa revanche d'il y a 2 ans sur Vingegaard. Demain, ils vont laisser filer, parce que évidemment, c'est des étapes pour les sprinters. Mais si ça avait été une autre étape que l'Iran aujourd'hui, je pense je sais même pas s'ils auraient laissé filer, en fait. Non, c'est même pas sûr. On l'avait vu, le jour des Angles, ils ont pas laissé filer, alors que tout prêtait à penser, tout laissait penser qu'une échappée allait aller au bout. De toute façon, c'est ta question quotidienne, et ça, je vais apporter ma réponse quotidienne, Arnaud. C'est que je pense qu'il continue à essayer d'écrémer, de lessiver tout le monde, et qu'en faisant ça, ils se rendent compte qu'à chaque fois, la victoire d'étape est à la portée de Pogačar. Et il y a un point important, c'est que Tadej Pogačar expliquait il y a quelques semaines dans une interview que finalement, le Tour se jouait maintenant plus dans les premiers jours. C'est-à-dire qu'il fallait marquer le coup, je pense, psychologiquement et physiquement, comme tu dis, rincer tous les autres, et pouvoir un peu mieux gérer en 3e semaine, ce qu'ils ont exactement fait l'an passé. Et c'est déjà fait à ce moment-là de la course. Voilà. La 11e étape, et 10e étape, pardon. On a commencé le podcast là-dessus en disant que derrière, il y a déjà un sentiment de résignation énorme. Alors justement, Pogačar, il creuse ce soir un petit peu plus l'écart sur ses concurrents au classement général. Il n'a jamais eu autant d'avance aussitôt. 3 minutes 36 sur Jonas Vingegaard, 4,06 sur Remco Evenepoel, 4,35 sur Paul Sexas, qui est désormais 5e du général et qui a répondu présent aujourd'hui. On va y revenir dans quelques instants, on va y revenir tout de suite. Même première bonif pour lui sur ce Tour, en terminant 3e de l'étape en ce 14 juillet. 6 sacrés pour les Français. On peut être plus que satisfait, Thomas, j'imagine, dans le clan Sexas, de la performance du jeune Lyonnais aujourd'hui. Oui, absolument. Et à son quart, il disait que toutes les 3e places sur une étape du Tour de France n'ont peut-être pas la même saveur, mais celle d'aujourd'hui, c'est sa première, c'est le 14 juillet. Il y avait quand même un goût particulier, et je pense qu'on le voit faire ce sprint face à Lipovic à la fin. Il se bat comme un beau diable pour essayer de garder cette 3e place, parce qu'il sait que ça a une vraie valeur. Et il disait aussi que l'étape avait été évidemment très très dure aujourd'hui. Celle de Gavarni avait été très dure, mais il y avait une grosse différence, c'était que Gavarni, c'était une étape pour les grimpeurs. Aujourd'hui, c'est une étape pour les plus forts. Et si c'est une étape pour les plus forts, avec Paul Sexas est 3e de cette étape, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez été bluffé, Johan, Luc? Surtout en prenant leurs responsabilités, parce que si je me trompe pas, à la bascule du Puy-Marie, ils font la descente en tête pour, alors je sais pas si ils prennent même la barre, mais du moins pour, pour ne pas, en tout cas, pour ne pas prendre de risques. Et Prodhomme fait encore un relais énorme dans le Pertus, donc,
Donc encore une fois, les décathlons assument leurs ambitions et Sexas répond présent. On est évidemment pas en 3e semaine, donc c'est encore beaucoup trop tôt pour voilà pour rêver pour Paul Sexas, mais il semble quand même monter en puissance parmi les favoris. Paul Sexas, 5e de l'étape des Angles, il termine 4e de l'étape de Gavarnie. Là aujourd'hui, il est 3e, non seulement régulier, mais en plus à chaque fois ça grimpe d'un cran quoi. Chaque jour, il répond en fait aux questions qu'on se posait en début de tour, à savoir est-ce qu'il aura le niveau, est-ce qu'il va tenir 3 semaines. Alors là, on est à 10 jours. On voit que déjà au bout de 10 jours, il est quand même 3e et qu'il a fait sauter des Deltoro qui sont de son niveau, en tout cas de son potentiel. Et on parlait de résignation tout à l'heure. J'ai l'impression que s'il y en a un qui n'est pas résigné, mais qui le fait aussi avec son propre potentiel, mais qui n'est pas résigné par la domination de Pogačar, c'est Paul Sexas. Il a l'air d'être en capacité psychologique, en tout cas, de vouloir faire le match, même si physiquement c'est en dessous. Il a l'air de pas abandonner parce que on voit son numéro aujourd'hui. L'image de Nicolas Prodhomme qui devance un peu les coureurs du Emirates pour être en tête. À un moment, il se fait dépasser peut-être par Adam Yates, je suis pas sûr. Nicolas Prodhomme essaie de repasser devant. Enfin, on n'a pas vu non plus. Et puis derrière, il va si fort que même Yates ne suit pas. C'est assez peu. Ça les a gonflés. Ah ouais, c'est les a gonflés. Ouais, mais c'est possible, mais c'est bien aussi de la part de Decathlon de dire, les gars, nous aussi, on est là, il y a pas de raison qu'on se montre pas. On a moins vu Lidl Trek, on a moins vu Red Bull, et voilà de voir que Nicolas Prodhomme et Decathlon arrivent à un peu à jouer des coudes face à l'équipe UAE. Je trouve que ça c'est une bonne chose. Luc, si on met de côté Pogačar et Vingegaard, les deux seuls qui n'ont pas montré le signe de faiblesse dans la lutte pour le podium sur toutes ces étapes de montagne sont Sexas et Lipovic, qui ont assuré dans le Tourmalet. Juan Ayuso, non? Ayuso a craqué dans le Tourmalet et revient plus tard. Oui. Et Sexas est meilleur en contre-la-montre que Lipovic, et surtout Lipovic, il y a quand même eu une fissure collective aussi ces derniers jours, donc il prend l'ascendant. Est-ce qu'on prend la mesure là de ce qu'il est en train de réaliser justement Paul Sexas, ou voilà, faut raison garder pour l'instant Thomas? J'ai l'impression qu'on est quand même tous lucides sur le fait que c'est un potentiel énorme et que finalement, de par le niveau qu'il affiche depuis quelques semaines et quelques mois, ce qu'il a fait ces derniers jours sur le Tour, le retrouver là 3e aujourd'hui et dans le top 5 du général, quelque part c'est assez logique. C'est fou parce qu'il a 19 ans et que c'est son premier Tour de France, ça on est bien d'accord, mais il y a quand même une forme de logique, et dans son équipe, ils disent on n'est pas surpris, on connaît le niveau de Paul, on sait à quel point il est serein. Après, attention, parce que le Tour c'est long, il peut se passer des choses, il y aura de la découverte. Mais aujourd'hui, Paul Sexas est au niveau qu'il espérait et que son équipe espérait. Et en tout cas, il sera là pour la lutte pour le podium qui va être passionnante. 1,08 d'écart entre le 2e Vingegaard et Lipovic 6e. Quand on voit le final d'ailleurs de Vingegaard aujourd'hui, alors tu disais il a pas craqué Vingegaard, il a un petit peu craqué quand même aujourd'hui parce qu'il perd 12 secondes sur Evenepoel, il perd 10 secondes sur Sexas dans le final. Vingegaard, je vous ai posé la question il y a quelques jours de savoir si c'était vraiment le 2e homme. Je me pose encore plus la question ce soir, Johan. Moi, c'est une vraie déception. Avant le Tour, je pensais qu'il allait y avoir un match avec Pogačar parce que je le trouvais très très fort par rapport aux 2 saisons précédentes où il avait été traumatisé par sa chute, où il avait parlé d'arrêter sa carrière, et je le trouvais mentalement beaucoup mieux. On l'avait vu, il a fait un super début de saison, il s'impose sur le Giro, et je pensais qu'il allait être en capacité de faire le match avec Pogačar. Et je me rends compte que soit il coince, soit vraiment Pogačar est encore 1 ou 2 étages au-dessus de Vingegaard. Je suis entièrement d'accord avec Johan. J'ai dit plusieurs fois dans ce podcast que j'imaginais Vingegaard vraiment très très fort, alors que Pogačar soit largement devant lui. Et encore une fois, pour moi, ça veut pas dire grand-chose du niveau de Vingegaard, mais que Vingegaard aujourd'hui prenne 10 secondes finalement à l'arrivée sur la dernière montée jusqu'au Lioran, oui, c'est une déception parce que Evenepoel et Sexas qui sont devant lui, ça doit lui mettre un coup. Alors est-ce qu'il a pas récupéré, je sais pas, de la journée de repos, mais il a énormément roulé sur la fin par rapport aux autres. Et là aussi, je fais le parallèle avec Sexas qui a dit, mais nous quand on s'est regroupé. Nous, notre problème, c'était pas de rouler sur Pogačar, donc on a laissé faire Vingegaard, et ça aussi, c'est quand même une forme de lucidité et d'analyse de la course, genre, Jonas, toi, tu veux gagner le Tour, vas-y, va le chercher, Pogačar, moi, je reste derrière, par contre, c'est lui qui allait faire le sprint et qui a pris la 3e place. C'est ce qui risque de jouer contre lui, parce que sinon, intrinsèquement, c'est quand même le 2e plus fort. Oui, il l'a montré sur l'étape des Pyrénées, et même encore aujourd'hui, il limite la casse dans un premier temps. Mais effectivement, maintenant, il va falloir clarifier chez Visma ce qu'on veut faire de cette suite du Tour de France, parce que en fait tu peux pas clarifier, tu peux pas dire on va faire 2e du Tour.
Bah, t'es obligé. Parce Bah non, que t'as plus T'étais obligé de dire que jusqu'au bout, tu vas essayer Alors oui, d'aller tu la peux gagne parce que clarifier en interne. Tu peux pas le dire. t'es évidemment. pas à l'abri, d'une chute ou d'une Ouais, mais si défaillance de tu garantis Pogačar. la deuxième place, justement, tu récupères la première place comme ça. Alors qu'en courant, à vouloir à tout prix résister à Pogačar sur chaque étape et se prendre finalement 2 minutes, tu peux peut-être aussi mais- perdre la deuxième place et donc potentiellement la C'était pas première. une étape de haute Quelque chose montagne à aujourd'hui. Pogačar. Attention, hein. Vingegaard, il est toujours plus à l'aise en haute montagne. Là, c'est aussi une étape pour les costauds, mais c'est aussi très punchy. D'accord, mais à la est-ce que c'est quand même si anodin que ça de le voir Non, aujourd'hui t'as- perdre du temps? T'as raison Arnaud, c'est pas anodin. Je pensais que qu'il allait suivre, enfin qu'il allait pas suivre Pogačar, mais qu'il allait encore avoir 3 échelons, Pogačar, Vingegaard et les autres. Or, dans la dernière montée, il a été dépassé par les coureurs qui jouent comme lui la deuxième et surtout la troisième place. Donc c'est un petit signal d'alerte quand même chez Vingegaard. Je ne sais pas s'il a beaucoup été aidé aussi par son équipe. J'ai pas l'impression que ce soit le même niveau que UAE. Et comme tu dis, il a beaucoup roulé parce qu'il avait personne pour lui filer un coup de main. Bon, en tout cas, entre Vingegaard, donc je le disais, et Lipovic, le deuxième et le sixième, il y a une 0,8. Donc Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovic. On peut presque même ajouter Del Toro qui est à 5,08. C'est quand même un suspense incroyable qui va nous être proposé là d'ici la fin du Tour de France. Je veux dire, c'est Trouver assez. du suspense. Là, Non mais c'est Arnaud. oui mais c'est quand même excitant. Enfin je veux dire alors Bien ok sûr. on a notre Pogačar qui est largement au-dessus de la mêlée mais c'est quand même excitant de voir tout ça quoi. Ouais, je pense qu'on l'avait déjà dit, mais ça va être hyper intéressant parce que ils sont tous dans des profils et des configurations d'équipes très différentes. Et donc, on peut imaginer plein de scénarios, plein de stratégies. Ils sont tous un petit peu à la limite. Le niveau est assez homogène. Donc, c'est assez difficile d'imaginer ce qui va pouvoir se passer. Evenepoel qui remonte sur le podium aussi Ouais. aujourd'hui. Alors lui il a fait un yo-yo Quelle extraordinaire surprise. parce qu'il avait perdu quasiment 20 secondes sur le groupe Sexas et finalement il a réussi à rentrer et à revenir dans la descente Ouais, et à sprinter à la fin. Dans la descente et aller chercher des bonifs. C'est aussi un signal en interne dans le match à distance. Enfin, du coup, il n'y a pas tellement de distance entre lui et Lipovic parce qu'ils sont dans la même équipe et peut-être au même siège. Donc là aussi, c'est un petit signal. Est-ce que Red Bull va se dire, en fait, on veut absolument monter sur le podium du Tour de France, donc il va falloir se mettre au service de Remco Evenepoel. Aujourd'hui, c'est Remco Evenepoel qui est devant. Il y a un contre-la-montre dans une semaine en Haute-Savoie où Remco Evenepoel, a priori, va reprendre du temps à tout le monde. Il y a quelques jours, je crois qu'on disait que Remco Evenepoel, c'était très compliqué, que ça pouvait potentiellement partir du mauvais côté. Aujourd'hui, il a répondu présent. Aujourd'hui, ils ont donné la consigne à Lipovic d'arrêter de rouler et de relayer quand Evenepoel était lâché. Il a respecté la consigne, mais bon, évidemment, c'était aussi dans son intérêt à lui. Il y avait une image assez terrible quand même. C'était que lorsqu'ils étaient ensemble, il y en avait un qui était complètement à droite, l'autre complètement à gauche. Quand on avait des images de front, alors que Pogačar était vraiment dans la roue de tous ses équipiers et eux, ils étaient vraiment à l'écart sur l'image sur l'écran. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Johan, merci Luc, merci Thomas. Je vous laisse filer. Moi, je vous parle tout de suite de la 11e étape du Tour de France. Mercredi 15 juillet, le peloton retrouvera la plaine lors de la 11e étape du Tour de France. 161 km à parcourir entre Vichy et Nevers, au cours desquels les coureurs traverseront les départements de l'Allier et de la Nièvre. Une étape relativement plate avec 1400 mètres de dénivelé positif et 2 difficultés de 4e catégorie répertoriées. La première arrivera assez vite, juste après le sprint intermédiaire de Saint-Pourçain sur Sioule. La côte de Billonnière franchie au kilomètre 33, une ascension d'1 km à 5,8% de pente moyenne. Le peloton empruntera ensuite de grandes portions en ligne droite avant un final un peu plus tortueux et le franchissement de la côte de Billy-Chevannes, 1 km 400 à 5% placé à 38 km de l'arrivée. Ce parcours relativement plat donc devrait convenir à merveille aux sprinteurs qui auront donc une 4e occasion de s'exprimer dans ce Tour de France. Le meilleur d'entre eux, Tim Merlier, parviendra-t-il à réaliser le coup du chapeau après ses succès à Bordeaux et Bergerac? Jasper Philipsen pourra-t-il enfin lutter sérieusement pour la victoire? Binyam Girmay aura-t-il l'occasion de faire mentir les pronostics? Réponse peu après 17h30 mercredi et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago, disponible sur l'appli de l'équipe et sur toutes les plateformes de podcast. Moi je vous dis à demain.